présentation, Denis. Tout d'abord, je voudrais rendre hommage à Clément Loranger. Ils vont payer. Les deux grands absents de ce soir. Oui, je parle assez fort. Non, avancez. Je disais que je voulais rendre hommage à Yvon Payet et à Clément Loranger, qui sont les deux fondateurs, animateurs du Cercle SOS. Une entreprise bénévole qui exige beaucoup de conviction, beaucoup de générosité, je dirais. Quand on pense que ces gens-là, depuis quoi, 7 ans maintenant que ça existe, hein? Ils se donnent corps et âme pour organiser combien de conférences par année, peut-être une dizaine. Alors, je leur lève mon chapeau, même si j'ai oublié mon chapeau. Alors, c'est la deuxième fois que je présente une causerie au Cercle SOS. La première fois, c'était il y a quelques années. Et à vrai dire, je ne me rappelle plus très bien de quoi il avait été question, quel était le sujet de la conférence. Quoi qu'il en soit, ce soir, je voudrais vous parler de mon dernier livre, La souveraineté dans l'impasse, paru au Presse de l'Université Laval en 2014. Quelques semaines, un mois après l'élection du 7 avril, l'éditeur a insisté pour que le livre paraisse. Il devait paraître au mois de septembre, octobre, à l'automne, mais l'éditeur a insisté pour qu'il paraisse le plus tôt possible après le 7 avril, après l'élection du 7 avril. Il a eu raison parce que ça s'est bien vendu. C'est un coup de marketing, hein, l'édition maintenant. Mais je suis content parce que de tous les livres que j'ai fait apparaître, c'est celui qui s'est le mieux vendu. Les essais, ça se vend pas au Québec. Hein. Surtout les essais de ce genre-là, philosophiques, politiques. Quand on en tire 200 ou 300 exemplaires, c'est beau. Et là, j'ai réussi quand même en vendre quoi, 600 ou 700. Alors, ce qui, dans un autre pays, comme la France, par exemple, est un tirage dérisoire. Mais au Québec, pour un essai, c'est bon. Alors, dans ce livre, en fait, c'est un recueil d'essais, c'est un recueil d'articles. Des articles que j'ai fait paraître au cours des 17 années précédentes. Donc, à partir de... Le premier article date de 1997, je pense. Ce sont des textes, des articles, des essais que j'ai fait apparaître dans des revues, dans des ouvrages collectifs. Publier ça un peu partout, quoi. Alors, comme son titre l'indique, le livre ne vise pas vraiment d'abord la déroute, ne vise pas l'impasse du Parti québécois, mais vise plutôt l'impasse du projet de souveraineté dont le Parti québécois a été le véhicule depuis sa naissance dans les années 60. Il ne va pas s'agir pour moi ce soir d'épiloguer sur la question de savoir si oui ou non la souveraineté dans l'impasse. Mais je vais essayer plutôt de comprendre pourquoi, autant que faire se peut, essayer de comprendre pourquoi la souveraineté se trouve aujourd'hui dans une impasse. L'impasse étant la prémisse, en quelque sorte, de mon livre. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, dans le vif de l'impasse, si j'ose dire, je voudrais évoquer quelque peu les circonstances qui ont entouré la publication de ce livre, dont le projet remonte à 2006. Le livre paraît en 2014, mais le projet remonte à 2006. J'avais, à l'époque, en 2006, accumulé suffisamment d'articles, d'essais, de textes
pour faire un livre qui se voulait un peu la suite d'un livre que j'avais fait paraître en 1997, que j'ai apporté ici, Ce pays comme un enfant, qui est un recueil d'articles aussi. Donc, j'avais pensé réunir tous les articles, dès 2006, tous les articles que j'avais fait paraître sur le Québec, sur notre sempiternelle question nationale. Et j'ai travaillé pendant quelques semaines, quelques mois, sérieusement. Puis petit à petit, presque insensiblement, j'ai abandonné le projet. Je croyais même l'avoir définitivement abandonné jusqu'à ce que, à la suite d'une grave maladie, d'une longue convalescence, je me retrouve en proie à une sorte de désœuvrement. Et c'est alors qu'André Barry, des presses de l'Université Laval, m'a proposé de ranimer le projet que j'avais laissé en plan quelques années auparavant. C'est donc en quelque sorte pour me sortir d'une sorte d'impasse existentielle que j'ai décidé de mener à terme la souveraineté dans l'impasse. Le titre, je l'avais déjà trouvé d'ailleurs en 2006, quand j'ai abandonné mon projet. Mais cela ne dit pas pourquoi j'ai abandonné mon projet en 2006, en prétextant je ne sais quelle tâche plus urgente. Cette vraie raison pour laquelle j'ai abandonné mon projet en 2006, je crois que c'est Jean Boutillette. Vous connaissez Jean Boutillette? Jean Boutillette est l'auteur d'un seul livre, mais un livre très important, qui est paru en 1972, qui a été réédité en 89, qui s'appelle « Le Canadien français et son double ». Et j'ai appris moi-même l'existence de ce livre sur le tard. Je l'ai lu et j'ai découvert vraiment une pensée très forte. Et je lui ai écrit. Et en 97, je lui ai écrit et je lui ai envoyé un exemplaire de mon livre précédent, paru en 97, Ce pays comme un enfant. Et s'en est suivi l'échange, une correspondance entre lui et moi. Une correspondance que j'ai reproduite d'ailleurs à la fin de La souveraineté dans l'impasse, quelques lettres. Mais dans une de ces lettres de 1997, Jean Boutillette me faisait part de ses réactions à la suite de la lecture de mon livre, Ce pays comme un enfant. Et voici ce qu'il me disait, ce qu'il écrivait dans cette lettre. Et je pense que dans ces lignes se trouve la raison pour laquelle j'ai abandonné mon projet en 2006, le projet de la souveraineté dans l'impasse. Vos articles sur le Québec, ceux qui composent Ce pays comme un enfant, vos articles sur le Québec m'attristent. Ne vous méprenez pas, ajoutait Jean Boutillette. Ce qui m'attriste, c'est le cercle dans lequel nous sommes enfermés et qui nous oblige à revenir constamment, tous les 10 ans, génération après génération, sur des problèmes que nous aurions dû résoudre depuis longtemps. La fatalité de notre condition nous contraint à l'éternelle redite
au ressassage du même, je vous lis les yeux fermés, tant ces choses me sont familières. On a parlé de fatigue culturelle, la fatigue culturelle du Canada français, d'Hubert Aquin, article célèbre qui est une réponse à Pierre-Éliott Trudeau, qu'Aquin va écrire quelques mois seulement, je crois que c'est 2 mois après la rédaction de l'article de Pierre-Éliott Trudeau qui s'appelle « La trahison des clercs ». Et Hubert Aquin répond très rapidement à Pierre-Éliott Trudeau dans un texte célèbre qui s'appelle « La fatigue culturelle du Canada français ». Donc, je poursuis la lecture. La fatalité de notre condition nous contraint à l'éternelle redite, au ressassage du même. Je vous lis les yeux fermés, tant ces choses me sont familières. On a parlé de fatigue culturelle. Il y a peut-être plus, la fatigue tout court. Et si ce peuple, chez les plus humbles comme chez les élites, ne voulait plus rien savoir, ne plus nous regarder dans les yeux, les fermer et dormir, disparaître en douce, ne plus être, nous engourdir dans l'hiver de force. Fin de citation. L'Éternel redite, le ressassage du même, la fatigue culturelle, la fatigue tout court. Telle est au fond la raison véritable pour laquelle j'ai abandonné la rédaction de la souveraineté dans l'impasse en 2006. Et c'est probablement aussi la raison pour laquelle la plupart des Québécois ne veulent plus entendre parler de référendum. Pourquoi ils ont voté pour le Parti libéral ou pour la CAQ le 7 avril 2014. Personnellement, j'ai voté pour le Parti québécois, mais sans grande conviction. Comme c'est aussi sans grand enthousiasme que je me suis replongé à la fin de 2013 dans l'écriture d'un livre ayant pour thème l'impasse de la souveraineté, alors qu'il m'apparaissait déjà évident que le projet de souveraineté du Québec, qui fut le grand projet, le grand espoir du Québec contemporain, que ce projet se trouvait moins dans une impasse qu'en pleine débâcle. Une débâcle que l'élection du 7 avril a mis pleinement en lumière, mais dont les signes sont apparus bien avant. Ma seule excuse, si c'en est une, pour avoir publié ce livre, est celle de l'intellectuel que je suis et que je prétends être. De l'intellectuel qui, malgré la fatigue culturelle qu'il partage avec ses compatriotes, s'entête à réfléchir, à s'interroger sur les causes proches et surtout lointaines de cette fatigue. Autrement dit, à prendre une distance pour tâcher de comprendre ce qui nous arrive ou ce qui ne nous arrive plus. Car il est clair à mes yeux, et c'est là le postulat premier de mon livre, il est clair à mes yeux que cette fatigue, la déroute du projet de souveraineté qu'elle entraîne, témoigne d'une impasse de notre conscience historique, d'une sorte de nœud de notre mémoire collective. Un nœud que malgré tous les progrès accomplis par le Québec au cours du dernier demi-siècle, un nœud que nous ne sommes pas parvenus à dénouer. Ce dont je crains que nous n'ayons pas fini de payer le prix. Je ne vous ne cacherai pas, et ceux qui me connaissent, ceux et celles qui me connaissent un peu savent, que ce postulat, je le tiens de mon maître Fernand Dumont. Je me réfère beaucoup à Fernand Dumont tout au long de mon livre, dans les articles que j'ai écrits, que j'ai rassemblés dans ce livre. Je m'y réfère notamment au tout début, où je cite la question dramatique que formulait Fernand Dumont dans un livre
s'appelle La Vigile du Québec, octobre 1970, l'impasse. Déjà le mot impasse figurait en sous-titre de ce livre. Un livre que Fernand Dumont a fait paraître au lendemain de la crise d'octobre. Il pose une question dramatique. Celle-ci. Qu'avons-nous fait au juste depuis 1960? On est en 1971. Qu'avons-nous fait depuis le début de la Révolution tranquille? Avons-nous célébré, poursuit Dumont, avons-nous célébré la fête exaltée que se donne une société avant d'entrer dans une agonie plus silencieuse? Cette question, il serait tentant de l'assimiler à une conjoncture particulière, de n'y voir que l'expression du traumatisme provoqué par la crise d'octobre. Les Québécois francophones dont il parle fait preuve au cours des dernières décennies d'une étonnante résilience. Nos réussites spectaculaires dans de nombreux domaines ne viennent-elles pas apporter un flagrant démenti à cette hypothèse d'une agonie silencieuse? Jamais pourtant de telles réussites ne convaincront Fernand Dumont. Dans Raison commune, qui paraît en 1995, donc 2 ans avant la mort de Dumont, ce dernier évoquera la même agonie silencieuse, qui, dit-il, n'épargne que les nantis, eux qui ont le loisir de se réfugier dans l'ironie ou la fuite, en se dérobant à l'exigence de maintenir pour et avec le peuple la valeur pédagogique d'une culture. Une culture menacée, aujourd'hui comme hier, par l'inquiétant voisinage des États-Unis, encore plus que par celui des provinces canadiennes. Maintenir la valeur pédagogique d'une culture, de notre culture, qu'est-ce que cela veut dire au juste? Ça signifie que les Québécois ont à transmettre leur culture. Ce qui suppose la connaissance et la reconnaissance de cette culture. Connaissance et reconnaissance fondées elles-mêmes sur la conviction que cette culture héritée de nos pères et de nos mères a encore quelque chose à nous dire aujourd'hui sur nous-mêmes. Autrement dit, maintenir la valeur pédagogique de notre culture, c'est assumer le passé de notre culture. Assumer. Aussi dérisoire que ce passé nous paraisse à première vue. Or, ce que Dumont n'a cessé de déplorer, justement, c'est le refus par les Québécois de leur passé. Un refus sans doute inévitable dans un premier temps, parce qu'il fallait bien se débarrasser de l'art des Ormeaux, de ces autres héros qu'on s'était donnés pour justifier notre existence. Parce qu'un peuple ne peut pas continuer d'exister sans se donner une raison d'être. Alors, on s'est inventé des mythes, de l'art des Ormeaux, des héros. Mais ce qui désolait Dumont, c'est que nous en soyons restés là, à la remise en question d'une mémoire idéalisée. Ce qui désolait Dumont, c'est qu'on n'a pas réussi à se donner collectivement une nouvelle mémoire. La mémoire d'une société normale. En 1985, il déclarait ceci à l'occasion d'un colloque. Le refus de leur passé par les Québécois au cours des dernières décennies est susceptible d'avoir deux issues.
ou bien nous deviendrons sans mémoire, sans identité. Et alors nous devrons avoir le courage de nous fondre dans des peuples qui ont des complexes moins irrévocables que les nôtres. Ou bien nous remanierons notre mémoire, non par un coup de force arbitraire, mais en prenant charge de l'héritage sans le répéter. Dans un cas comme dans l'autre, nous aurons à dépasser le cynisme facile par la lucidité. Dans un cas comme dans l'autre, nous serons contraints à une nouvelle lecture de notre passé. Cette nouvelle lecture de notre passé, Dumont la concevait comme un travail collectif auquel il s'est lui-même associé en publiant en 1993 un livre qui est selon moi un grand livre. Le livre, il faut lire et relire si on veut comprendre quelque chose à l'impasse dans laquelle nous sommes aujourd'hui, dans laquelle se trouve la souveraineté du Québec, Genèse de la société québécoise, qui est un des grands livres de Fernand Dumont. Un Dumont publié 17 ou 18 livres, le plus célèbre est le lieu de l'homme, où il présente sa théorie de la culture. Mais ce livre, qui est un peu la somme de ses réflexions sur le Québec, qui est publié en 1993, donc 4 ans avant sa mort. Vous savez que durant les 4 dernières années de sa vie, Dumont a publié, je crois, que 5 livres. Il était pressé, je pense. Il savait qu'il allait mourir relativement jeune, alors il a pris sa retraite de l'enseignement. Il a publié donc ce livre, Genèse de la société québécoise. Il a publié Raison commune, il a publié L'avenir de la mémoire, il a publié un recueil de poèmes. Bon, alors, donc il publie ce grand livre qu'il faut lire et relire si on veut comprendre quelque chose à l'impasse dans lequel se trouve le projet de souveraineté du Québec. Un projet qui est devenu, en 1967, un projet de souveraineté-association, incarné dès l'année suivante par le Parti québécois. Vous savez que le Parti québécois s'est appelé d'abord le mouvement Souveraineté-association. Mais c'est formidable de parler à des gens de ma génération, parce que je parle à mes étudiants qui ont l'âge de mes petits-enfants, de ces événements-là. Ben bon, on vieillit, c'est ça. Le passage des générations, puis on n'est plus dans le coup, malheureusement. C'est ainsi. Donc ce projet s'intitule, dès 1966, 67 plutôt, le projet de souveraineté-association. Et on peut se demander, un siècle après son avènement, après l'avènement de ce projet, si, plutôt que d'inaugurer une nouvelle lecture de notre passé, ce projet de souveraineté-association ne venait pas perpétuer de vieux réflexes, de vieux complexes, hérités du temps de la survivance canadienne-française. En clair, la souveraineté-association ne fut-elle pas une formule de compromis reconduisant subrepticement notre impuissance politique? Une formule qui s'est avérée incapable de réconcilier la communauté nationale avec un grand projet politique, comme prétendaient vouloir le faire pourtant les révolutionnaires tranquilles. La souveraineté-association, vous le savez, demeure la position officielle du Parti québécois. Celle qu'il a tenté de faire triompher lors des 2 référendums. Comme on le sait, cette position officielle
prôné dès le départ par René Lévesque lui-même, n'a jamais fait l'unanimité au sein même du PQ. Les dissidents, les purs et durs, comme on les a appelés, ne rejetaient pas l'idée d'une association ou d'un partenariat économique avec le Canada, advenant l'indépendance du Québec. Mais ils étaient convaincus, à bon droit, je pense, ils étaient convaincus que le Québec devait d'abord affirmer clairement sa souveraineté politique avant de choisir de s'associer avec le Canada ou avec quelque État que ce soit. En prônant la souveraineté-association au lieu de l'indépendance pure et simple, en faisant de l'association avec le Canada la condition ou l'accompagnement nécessaire de la souveraineté, non seulement fournissait-on un argument aux fédéralistes qui avaient beau jeu de répéter que le Canada refuserait toute association avec un Québec souverain, mais aussi et surtout, on se met dans l'esprit des Québécois eux-mêmes une confusion qui ne faisait que perpétuer leur ambivalence identitaire. À première vue, la souveraineté-association était une bonne stratégie électoraliste. Stratégie électoraliste à laquelle, vous savez, le RIN de Pierre Bourgault s'est rallié en 1968. Non sans déchirement. La souveraineté-association visait à rassurer les Québécois frileux, à les convaincre d'épouser la cause de l'indépendance du Québec. La stratégie a presque réussi puisque le oui est venu à un cheveu de l'emporter lors du référendum de 1995. Toutefois, pour que le oui obtienne cette quasi-victoire, il aura fallu, comme vous le savez aussi, que Jacques Parizeau, qui est un vrai indépendantiste, s'efface derrière Lucien Bouchard, qui incarne notre ambivalence identitaire. D'ailleurs, j'avais peut-être une année, lors d'une de mes dernières conversations avec Fernand Dumont, donc en 1996, probablement, je déblatérais contre Lucien Bouchard déjà. Et Dumont m'écoutait. Dumont ne portait jamais de jugement sur les autres. Vous lisez le récit de l'immigration, ses mémoires par exemple. Il y a une seule personne dans le récit de l'immigration à laquelle il s'en prend, dont il est, à propos de laquelle il est plutôt, sans être méchant, mais très direct, c'est Pierre-Éliott Trudeau, la seule personne. Et à propos de Lucien Bouchard, alors il m'écoutait et je pose la question, qu'est-ce que vous en pensez de Lucien Bouchard? Je me rappelle, je me souviendrai toujours de la réponse qu'il m'a faite. Il m'a dit tout simplement, je crains qu'il n'ait pas le courage d'aller jusqu'au bout. Je crains qu'il n'ait pas le courage d'aller jusqu'au bout. Et c'est exactement ce qui est. Parce que Lucien Bouchard était en 1995 l'homme politique le plus populaire au Québec. L'homme qui aurait pu peut-être décider, entraîner les Québécois à l'indépendance. Pourtant, vous savez qu'il a misé plutôt sur le déficit zéro et les conditions gagnantes dans lesquelles le projet de souveraineté
que le projet de souveraineté traîne toujours, la fameuse formule des conditions de l'honneur. Le projet de souveraineté politique du Québec peut-il encore renaître de ses cendres? Débarrassé des oripeaux de la souveraineté association. Bien sûr, on ne sait jamais ce que l'histoire nous réserve, mais je pense qu'il n'y a pas lieu d'être optimiste. Nous avons sous-estimé la force de l'adversaire et surtout peut-être la profondeur historique de notre ambivalence identitaire. Dans Raison commune, paru en 1995, 2 ans à sa mort donc, Fernand Dumont remarquait que notre présence française en Amérique a constamment été un paradoxe et qu'elle ne cessera pas de l'être dans l'avenir. Or, assumer un tel paradoxe ne va pas sans entraîner non seulement de la fatigue, mais après les 2 défaites référendaires, un certain sens de la fatalité. Il n'y a pas d'arme contre la fatalité, il n'y a qu'une arme contre la fatalité, et c'est la volonté, écrivait Pierre Vadeboncoeur. Volonté de quoi, en l'occurrence? Volonté de faire valoir l'héritage qu'on a reçu. C'est la définition qu'Ernest Renan, fameuse définition qu'Ernest Renan donnait de la nation. Faire valoir l'héritage qu'on a reçu. Sauf qu'il est devenu extrêmement difficile aujourd'hui, dans le contexte de la mondialisation et de l'hyper-individualisme de nos sociétés, de faire valoir l'héritage qu'on a reçu. A fortiori pour les petites nations comme la nation francophone du Québec. Vous connaissez sans doute Milan Kundera, le grand écrivain, le grand romancier tchèque, qui écrit en français d'ailleurs, qui s'est exilé en France dès les années 70-80, je crois, et qui a écrit ses derniers romans, si on peut les appeler des romans, et ses romans, en français. Dans un livre, dans un de ses livres, voici ce que Milan Kundera dit à propos des petites nations. Lui-même appartenait à une petite nation, la nation tchèque, c'est une petite nation. Kundera écrivait ceci: ce concept de petite nation n'est pas quantitatif. Il désigne une situation, un destin. Les petites nations ne connaissent pas la situation heureuse d'être là depuis toujours et à jamais. Elles sont toutes passées à tel ou tel moment de leur histoire par l'antichambre de la mort, toujours confrontées à l'arrogance des grands, elles voient leur existence perpétuellement menacée ou mise en question, car leur existence est question. L'existence de la nation canadienne-française a toujours été une question. Et c'est parce qu'elle l'a toujours été que nous sommes toujours là, tel qu'en nous-mêmes l'histoire nous a changés en Québécois francophones. Québécois francophones qui tiennent toujours bon, comme par habitude de durer. Mais comme l'écrivait encore Pierre Vadeboncoeur, nous devons être conscients qu'un jour il pourrait n'y avoir plus de temps. Quelle tâche nous prescrit la conscience de cette urgence? Autrement dit, à quelles conditions se rattache aujourd'hui et pour demain l'existence de la nation francophone du Québec? Cette question, je me risquerai à la formuler en ces termes. Comment, quand le fil de la tradition canadienne-française est rompu, il est rompu depuis 1960, au moins. Quand le passé n'éclaire
plus l'avenir, pour utiliser la fameuse formule d'Alexis Tocqueville, 1845, Tocqueville écrivait « Quand le passé n'éclaire plus l'avenir, l'esprit marche dans les ténèbres. » Comment, dans ces conditions, les Québécois pourront-ils néanmoins poursuivre leur propre histoire singulière en Amérique? Comment pourront-ils demeurer fidèles à leur héritage de survivance, à cette sourde résistance que les Canadiens français ont opposée aux tentatives d'assimilation dont ils furent l'objet? Plus précisément, et en empruntant cette fois à la perspective de Paul Ricoeur, sur laquelle je vais revenir dans quelques instants, comment les Québécois d'aujourd'hui, sans rejeter l'héritage canadien-français, en tâchant au contraire de le sauvegarder, cet héritage, comment arriveront-ils à ce que de cet héritage soient libérées les promesses non tenues de leurs ancêtres? Ces promesses que ces derniers, les ancêtres, dans l'état de servitude où ils étaient, n'ont même pas pu clairement formuler. À la fin de Genèse de la société québécoise, Fernand Dumont a une belle formule pour parler de cette fidélité à un héritage non testamentaire. À un héritage qui, pour prendre les mots du poète René Char, n'est précédé d'aucun testament. Dumont parle, et je cite, d'un effort pour nous réapproprier quelque chose de ce que les gens d'autrefois ont senti, afin de rendre un peu intelligible ce qu'ils ont vécu. Cette formule de Dumont soulève toute la question de la mémoire comme travail et comme thérapie de l'identité. Dans mon livre, dans un article de mon livre, j'évoque la problématique de la mémoire de Paul Ricoeur, et en particulier la manière dont Ricoeur formule la question du rapport entre identité et mémoire. Que signifie en effet rester le même à travers le temps? Que signifie rester le même à travers le temps? Demande Ricoeur. Pour éclairer ce qu'il appelle cette énigme, Ricoeur propose de distinguer entre deux sens de l'identité. Le même comme idem, qu'il appelle la mêmeté, et le même comme ipsé, ou l'ipséité. Selon lui, l'identité, le maintien de soi à travers le temps, repose, et je cite, sur un jeu complexe entre mêmeté et ipséité. Le jeu est complexe, explique Ricoeur, en raison du caractère équivoque de la notion du même implicite à celle de l'identique. Et cet équivoque est tel, selon Ricoeur, cet équivoque est tel que la tentation sera grande de replier l'identité ipsée sur l'identité idem et ainsi de glisser de la souplesse propre au maintien de soi de la promesse à la rigidité inflexible d'un caractère, au sens quasi typographique du terme. À la lumière de cette analyse du rapport entre identité et mémoire, il convient, me semble-t-il, de se demander si le peuple québécois est parvenu à cette souplesse propre au maintien de soi dans la promesse dont parle ici Ricoeur. La conscience collective québécoise n'a-t-elle pas plutôt et assez rapidement glissé de cette souplesse à la rigidité inflexible d'un caractère, à savoir le caractère canadien-français? Moi, je suis frappé depuis quelques années d'entendre le mot que j'avais cru disparu du vocabulaire pour nous désigner Canadien-français. Moi, j'ai grandi dans les années 60, je suis né en 1950, et jusqu'en 64-65 à peu près, on se désignait encore comme des Canadiens français. Puis petit à petit, on est passé à l'appellation québécois pendant 30 ans à peu près. 30 ans, moins 30 ans. Et puis, insensiblement, au cours des dernières années, on revient au terme canadien-français.
Curieux. Se pourrait-il, pour préciser le sens de ma question assez provocante, que le travail de remaniement de notre mémoire, amorcé dès les années 50, notamment par un poète comme Gaston Miron, se pourrait-il que ce travail de remaniement de notre mémoire se soit ensuite dévoyé dans le refus du passé canadien-français, échouant par là même à combler la brèche ouverte par la Révolution tranquille entre notre passé et notre avenir, entre le nous traditionnel et un nouveau nous. Et se pourrait-il ainsi que par une conséquence apparemment paradoxale, ce refus du passé canadien-français nous est condamné à le répéter. Telle me semble être en tout cas l'hypothèse de Dumont, qui voyait dans la Révolution tranquille, et je cite, une mutation par le refus de l'ancien et une persistance de l'ancien sous les revêtements du nouveau. Une persistance telle que nous serions toujours aux prises avec, et je cite Dumont encore une fois, avec des problèmes qui n'ont pas encore reçu de solution, des réflexes qui ressemblent à des répétitions. Bien sûr, ce sont là des hypothèses qui procèdent d'une certaine lecture, d'une certaine interprétation largement dumontienne de l'histoire de la société québécoise. Mais ces hypothèses méritent, je crois, d'être prises au sérieux face à l'impasse de la souveraineté. Elles pointent toutes, il me semble, vers un grand obstacle, qui n'est autre que le caractère canadien-français et les complexes peut-être irrévocables que ce caractère nous a laissés. C'est l'idéologie de la survivance qui nous a forgé en profondeur ce caractère. L'idéologie de la survivance qui nous a pourtant permis de préserver notre langue et notre culture pendant au moins un siècle, sinon deux. Mais comme Dumont lui-même l'a souligné fortement, il y a un prix à payer pour avoir survécu. Ce prix, c'est une conscience de soi, pour ainsi dire, négative. Celle que nos ancêtres ont dû se donner pour survivre. C'est là d'ailleurs l'une des thèses majeures de l'interprétation dumontienne de la genèse de la société québécoise, à savoir que la volonté d'assimilation du conquérant à l'égard de nos ancêtres ont forcé nos ancêtres canadiens-français à développer un discours de la survivance défensif, destiné surtout à convaincre le conquérant que le maintien des institutions de base, c'est à dire la religion, le droit, la langue, était indispensable au fonctionnement des mécanismes élémentaires de la société colonisée. Et c'est ainsi, selon Dumont, que s'est faite presque insensiblement l'appropriation lente et subtile de l'image que l'autre projette sur soi. Quelle image? L'image d'un peuple bon enfant et incapable de se gouverner par lui-même. À force de répéter, dit Dumont, à force de répéter les mêmes arguments pour persuader le conquérant de la pertinence pour lui de l'existence d'une société française, on finit par en faire ses propres raisons d'être. S'il est vrai, comme l'affirme Dumont encore une fois, que cette image, ces raisons d'être forment le premier niveau de notre conscience historique, il est légitime de penser que l'identité collective des Québécois d'aujourd'hui est restée marquée par cette image, par ces raisons d'être, constitutives de l'idéologie de la survivance canadienne-française. Et quelle est l'idée sous-jacente à ces raisons d'être? C'est la conviction
propre à l'idéologie de la survivance, selon laquelle la nation culturelle française, francophone, peut se perpétuer sans projet politique, à l'intérieur d'un État fédéral que non seulement elle ne contrôle pas, mais qui cherche au contraire à la réduire au silence. Et c'est sur cette conviction, cette même conviction, cette même illusion que tablait le fédéraliste Robert Bourassa en 1973, lorsque, pour faire barrage au mouvement d'émancipation politique du Québec, il proposait au peuple québécois l'objectif de la souveraineté culturelle. Un objectif on ne peut plus rassurant pour un peuple habitué à vivre dans sa réserve francophone. Quoi qu'il en soit, mon hypothèse pour expliquer l'impasse de la souveraineté, c'est que 50 ans après avoir cru rompre avec l'idéologie de la survivance, nous en sommes toujours tributaires. Mais sans la religion qu'il avait autrefois rendu possible cette idéologie de la survivance, en lui donnant une sorte de grandeur tragique. Que nous reste-t-il dès lors pour justifier notre survivance en Amérique? La langue. Mais il paraît peu probable que sans la mémoire de ses origines, sans les raisons communes de son usage, le français, aussi protégé soit-il par une législation, puisse devenir l'arme de notre survivance. Dans un chapitre de mon livre qui s'intitule « L'esprit de la nation », je cite un passage d'un article d'André Laurendeau. Vous connaissez André Laurendeau? Un de nos grands intellectuels québécois, rédacteur en chef du Devoir, co-président de la fameuse commission Laurendeau-Dunton sur le biculturalisme et le bilinguisme et le biculturalisme, dont le rapport a été tabletté d'ailleurs par Pierre-Éliott Trudeau. Et il en est mort, il est mort 2 ans plus tard, mort très jeune. Et donc, dans un chapitre de mon livre, je cite un passage d'un article d'André Laurendeau, qui était un fervent nationaliste, qui n'a jamais été un indépendantiste, mais qui serait sans doute devenu, je pense qu'il avait vécu plus longtemps. Il a tenté de rapprocher les deux solitudes dans les dernières années de sa vie. Et voici ce qu'il écrivait dans cet article paru en 1952 dans l'Action nationale. C'est Laurendeau qui parle. « Nous savons toute la distance qui sépare le national du religieux. » Puis il évoque évidemment le cléricalisme, le nationalisme clérical du Québec, dont il est issu. Mais il a pris conscience que c'était une contamination délétère. Nous savons toute la distance qui sépare le national du religieux. Nous savons qu'en allant de l'un à l'autre, nous changeons d'ordre. Il ne s'agit pas de rééditer des confusions dangereuses. Donc, pas question de revenir au clérico-nationalisme. Nous savons également que reconnaître des valeurs communes de culture exige un dépassement de soi et des valeurs purement matérielles. C'est d'une certaine façon accéder à l'esprit. Lorsqu'il écrit ces lignes en 1952, Laurendeau a perdu la foi. Depuis quelques années déjà. Ce qui ne l'empêche pas de demeurer fidèle à des valeurs communes de culture. Et comme l'écrit André Comte de Sponville dans son dictionnaire philosophique, la fidélité, c'est ce qui reste de la foi quand on l'a perdue. Un attachement partagé à ces valeurs que nous avons reçues et que nous avons donc à charge de transmettre. Merci.